Ça y est, c'est parti. Oui. On va attendre que les gens se connectent. Ça y est, ça se connecte. Donc, bonsoir tout le monde. Donc, on est en présence de Jacob Cohen ce soir. Donc, c'est sur la question, je dirais, des Sayanim en France. Qu'est-ce que c'est qu'un Sayanim et comment ils ont pu, je dirais, en arriver là, quoi, tout simplement. Donc, Jacob Cohen, c'est une personne qui écrit des livres. Il a écrit notamment Commando pour Hébron, Le printemps des Sayanim. Il a écrit Confession d'un saillant également, d'un holocauste à l'autre. Donc, je vous inviterai à aller voir ces bouquins. C'est très intéressant, c'est très, très instructif. On y apprend énormément de choses. Et ce soir, donc, on a la chance d'avoir avec nous donc, Jacob Cohen. Jacob Cohen, vous avez pu l'apercevoir sur ma dernière vidéo. C'est la personne qui explique justement ce que c'est que, on va dire dans les grandes lignes, hein, ce que c'est qu'un saillant. Et donc, ma première question, Monsieur Cohen, c'est Oui. aujourd'hui comment les Sayanim ont pu, je dirais, infiltrer l'État français, en tout cas. D'accord. Bon, voilà, en 1959, le chef du Mossad a eu une idée intéressante. Il s'est dit, on a des dizaines de milliers, sinon des centaines de milliers de juifs à travers le monde. Ils aiment Israël, ils pourraient soutenir cet État. On va les utiliser comme des agents. C'est-à-dire, euh, ces juifs travaillent dans leur domaine, continuent à travailler, ils sont français, américains, anglais, tout ce que vous voulez, et ils donnent un coup de main au Mossad. Donc, on va prendre l'exemple français. Donc, ils vont recruter des juifs qui sont dans les médias, les radios, les télévisions, qui sont dans l'édition, qui sont dans la publicité. Je vous rappelle par exemple que 2 personnes en France détiennent quasiment 2 juifs, probablement des Sayanim, qui détiennent 2 tiers du marché publicitaire. Donc, dans la publicité, dans l'ingénierie, dans l'économie, dans la finance, dans la politique, par exemple, un Strauss-Kahn, qui peut très bien, il a pu très bien être un Sayan. Alors, c'est quoi le travail d'un Sayan? Un Sayan, il est approché par le Mossad, et le Mossad lui dit, voilà, Israël a besoin de vous, vous pouvez nous rendre des services. Donc, si vous êtes dans les médias, vous faites en sorte que Israël soit toujours bien défendu, qu'il n'y ait pas de critique, que s'il y a un journaliste qui commence à critiquer Israël, il faut le pousser, disons, il faut le rejeter, il faut le bloquer, etc. Et donc, imaginez maintenant qu'on est des Sayanim à France Culture, Sayana, sur France Inter, j'ai pas besoin de citer des noms, sur BFM, etc. Donc sur chaque chaîne, et ils poussent pour la défense du sionisme d'Israël, et d'un autre côté, ils empêchent la cause palestinienne d'émerger, d'être défendue. Et c'est pour ça d'ailleurs que les gens s'étonnent, se disent, mais comment ça se fait que les Palestiniens ont une cause juste? Il se passe tellement des choses en Palestine occupée, et les médias n'en parlent pas, ou très très peu. Ben, voilà la raison, elle est simple, enfin elle est simple, elle est évidente quand on la connaît, c'est-à-dire ces Sayanim qui, placés stratégiquement parlant dans tous les médias, font bloc. Et donc, par exemple, mettons, dans l'édition, voilà, je vais donner un exemple concret. Dans l'édition, il y a Marion Sigaud qui voulait publier un livre en 1990 qui s'appelle Du kibbutz à l'intifada. Donc, elle a trouvé un éditeur, l'éditeur signe un contrat, et puis, bon, je vais pas, c'est pas la peine d'entrer dans les détails, l'éditeur lui a fini par lui dire, non, écoutez, nous rompons le contrat, ça ne nous intéresse pas. Voilà, donc il y a eu probablement des pressions sur l'éditeur, enfin des pressions sympathiques sur l'éditeur pour lui dire, voilà, cet éditeur par exemple, il n'est
peut-être pas un Sayan, probablement pas un Sayan. Un Sayan en hébreu, ça veut dire celui qui aide. Sayanim, ceux qui aident le Mossad. Mais l'éditeur, il a des contacts avec un banquier, il a des contacts avec un imprimeur, il a des contacts avec les médias. Donc là où il y a des Sayanim, on se rapproche de cet éditeur et on lui fait comprendre qu'il n'a pas vraiment intérêt à publier ce livre. Et l'éditeur s'exécute parce qu'il a des intérêts. Donc on empêche un livre. On empêche par exemple, Bernard-Henri Lévy est certainement un Sayan. Son rôle est, enfin, je n'ai pas besoin de le dire, c'est par exemple qu'on a vu dans Libye. Donc, mais Bernard-Henri Lévy, il est président du comité de surveillance d'Arte. Donc, il peut agir dans le cadre d'Arte pour défendre Israël. Il a été pendant des années le président de la commission d'avance sur recette. Vous savez, quand on veut faire un film, aucun metteur en scène, aucun producteur n'a l'argent suffisant pour faire un film. Donc on s'adresse à la commission d'avance sur recette du CNC, du Centre national du cinéma, qui avance l'argent. Tous les films sont faits de cette façon-là. Et donc, lorsque Dieudonné a voulu faire un film en 2000 sur l'esclavage, et à l'époque, il n'était pas sur la liste noire. D'ailleurs, il faisait des sketchs avec Elie Semoun. Et pourtant, il a dû présenter à sa manière le projet, et Bernard-Henri Lévy lui a mis une fin de non-recevoir. Il ne voulait pas. Pourquoi ? Parce que Bernard-Henri Lévy a compris qu'un film sur l'esclavage noir pourrait créer une espèce de concurrence victimaire avec la Shoah. Et c'est-à-dire, ah oui, voilà, bon, c'est vrai que, parce que le lobby judéo-sioniste essaye de présenter la Shoah comme quelque chose d'exemplaire, d'unique dans l'histoire de l'humanité. Et donc, il faut que cette tragédie garde cette forme d'unicité. Et donc, BHL a compris qu'un film sur l'esclavage peut créer une concurrence victimaire, donc il lui a opposé une fin de non-recevoir. Voilà, par exemple, maintenant, je vais donner un exemple concret. Lorsque l'Irak a signé d'un travail de Sayan, lorsque l'Irak a signé un accord pour la construction d'une centrale nucléaire civile avec le gouvernement français, l'Irak a envoyé quelques dizaines de spécialistes en nucléaire à Saclay. Bon, le Mossad était au courant qu'il y avait des Irakiens à Saclay. Mais comment arriver à obtenir leurs coordonnées, leurs dossiers, etc. Pour un service secret normal, ça lui aurait pris des semaines, sinon des mois pour y arriver. Le Mossad a un Sayan à l'intérieur de Saclay. Parce qu'il place, vous savez, en France, il y a à peu près 4000 à 5000 Sayanim, juste en France. Donc vous imaginez comment ils sont répartis partout où ils peuvent ne pas rendre des services pendant 1 an ou 2, mais un jour ou l'autre, on aura besoin. Donc on a trouvé un Sayan à Saclay qui a livré les dossiers, le Mossad les a photocopiés, il les a rendus, et comme ça, je ne vais pas raconter l'histoire, elle est racontée par quelqu'un qui s'appelle Victor Ostrovsky, qui était agent du Mossad et qui a raconté quelques exploits des Sayanim. Bon, donc voilà le travail des Sayanim, ils s'infiltrent et ils agissent. Ce qui est important, c'est de se rendre compte qu'ils n'agissent pas en tant qu'agents du Mossad. Personne ne sait qu'ils sont agents du Mossad. Je suis le premier en France à donner le nom de Sayanim, à parler des Sayanim. C'est-à-dire que même les journalistes qui probablement ont eu vent de l'existence des Sayanim ont eu peur d'en parler. Par exemple, moi j'étais franc-maçon au sein du Grand Orient de France. Il y a des juifs sionistes au sein du Grand Orient de France qui ont créé une loge juive et sioniste. Évidemment, ils ne l'ont pas présenté comme ça. Mais en 2002, ils ont créé une loge qui s'appelle l'Étoile de la Paix pour aider Israël. Et je sais que le vénérable maître de l'époque, après j'ai compris que c'était un Sayan, etc. Donc voilà le travail de pénétration, d'infiltration
Et encore une fois, les Sayanim ne se présentent pas en tant que Sayanim, personne ne sait. Ils se disent, ah, c'est un Français qui dit ça, donc après tout, c'est normal, c'est le jeu de la démocratie, etc. Là, j'ai vu que récemment, il y a, donc Dov Alfon, qui est patron de Libération. Dov Alfon, patron de Libération, c'est un ancien des services secrets israéliens. Tout à fait, oui. Donc on peut dire que la propagande, elle est organisée de cette façon-là. Quand on voit c'est Sicurel, l'autre jour à la télé, qui disait qu'on n'avait pas le droit de débattre sur le film Hold Up, c'est pareil, elle vient directement de la classe Rothschild. C'est ça, je dis pas de bêtises. Oui, pour moi, Ilana Sicurel, moi je la suis depuis 15 à 20 ans sur une radio juive. Elle faisait des interviews hebdomadaires de Finkelkraut. Et donc, voilà le genre de personnages qui sont des Sayanim, comme Elisabeth Lévy, etc. C'est-à-dire, on a l'impression que ce sont des Français comme les autres, qui peuvent avoir leurs opinions, mais en fait, ils jouent un double jeu, mais qui est caché. Voilà. Et si on le sait, on peut les voir différemment. On ne pourra pas voir Elisabeth Lévy ou BHL ou Ilana Sicurel de la même manière, parce que pour nous, après, ils sont des agents de l'étranger. C'est-à-dire que quand ils prennent des positions par exemple, islamophobes, ou bien contre le film Hold Up, etc., ils jouent toujours le jeu, pas nécessairement, mais souvent, ils jouent le jeu qui favorise leur patrie de cœur, c'est-à-dire Israël. Ils parlent de toute façon, en général, ils parlent toujours d'une seule voix, c'est-à-dire qu'il y a une directive qui est lancée, et après, je dirais que cette directive, tout le monde la suit, en tout cas. Oui, ils reçoivent des instructions du Mossad, c'est-à-dire parfois des instructions individuelles. Par exemple, il y a Christophe Oberlin, je ne sais pas si les auditeurs le connaissent, enfin il est très connu dans le milieu qui aide la Palestine, c'est un chirurgien et un prof d'université à Paris. Je ne me souviens plus, Paris quelque chose. Et il va tous les ans, il va à Gaza, 2 ou 3 fois par an à Gaza, pour former des futurs chirurgiens, etc. Palestiniens. C'est quelqu'un de très engagé dans le combat pour la Palestine. Bon, eh bien, qui va essayer de lui mettre des bâtons dans les roues? C'est l'association des médecins et universitaires juifs. Donc, téléguidé probablement par le Mossad. Mais en fait, voilà, c'est-à-dire que parfois, il y a une université qui prend des universitaires qui prennent des positions, mais en fait, ils sont toujours téléguidés par le Mossad. Voilà. Pour moi, par exemple, l'islamophobie actuelle, enfin depuis 20 ans, 30 ans, elle est menée en sous-main par le Mossad. Pourquoi? Parce que le Mossad ou l'État d'Israël a intérêt à contenir et affaiblir la communauté musulmane en France. Pour moi, je ne défends pas particulièrement ni l'islam ni les musulmans, mais je considère que la communauté musulmane en France, si elle était bien organisée, bien intégrée, elle est la seule capable de s'opposer à la mainmise sioniste d'Israël sur la France. Voilà. Et donc, c'est pour ça que depuis 20-30 ans, qui c'est qui mène le combat contre l'islam, contre les musulmans, pour les réduire, pour les humilier? Je vais vous le citer, c'est Goldnadel, BHL, Finkelkraut, etc. Donc, pour moi, c'est une politique qui est poursuivie depuis Tel Aviv pour garder la France dans le giron sioniste pro-américain. Par exemple, quand un BHL dit qu'être anti-américain, c'est de l'antisémitisme, c'est par un raisonnement, etc. Enfin bon. Et ça fait partie justement du travail des Sayanim pour garder la France dans le droit chemin, si on veut. Voilà. C'est-à-dire européen, pro-américain, etc.
On a également, on peut aussi dire que ce qui se passe en Palestine occupée et ce qui se passe en France, notamment ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes et ce qui est en train de se passer actuellement, on peut dire que les Français deviennent des Palestiniens finalement, parce que quand j'y réfléchis, bon, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, on a été libéré du nazisme, mais derrière, on a les Américains qui sont venus donc installer toutes leurs franchises, nous vendre le coca, nationaliser, comment dire, libérer les banques, on va dire ça comme ça, dénationaliser la Banque de France finalement. D'ailleurs, peu de temps après la libération, ils avaient même sorti des dollars français. Donc De Gaulle, il a dit non, là vous exagérez un peu les mecs, on va peut-être pas sortir les dollars français comme ça. Et donc aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que avec l'état de crise sanitaire, il n'y a que les grosses franchises qui sont ouvertes, notamment McDonald's, les franchises américaines, et je dirais que tous les indépendants, tous les commerçants qui ne dépendent d'aucune franchise, on les fait mourir. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est Bain & Co qui supervise le déconfinement en France. À savoir que Bain & Co, c'est pour donc nos auditeurs, c'est une société qui est spécialisée en downsizing. Leur boulot à la base, c'était de faire des licenciements de masse dans les grandes structures américaines. Et aujourd'hui, c'est ces personnes-là qui gèrent le confinement en France. On y voit clairement une trace, en tout cas des Sayanim, là. Oui, oui, oui. Bon, d'abord, on ne peut pas parler des Sayanim si on ne fait pas référence aux Américains. Bon, en Amérique, quand même, il doit y avoir minimum, au bas mot, 10 000 Sayanim. Bon, alors imaginons quelques milliers de Sayanim à New York dans le milieu bancaire. Imaginons quelques milliers de Sayanim à Washington dans le monde politique. Imaginons quelques milliers de Sayanim à Los Angeles dans l'industrie de la télévision, l'industrie de la radio, du cinéma, comment on appelle ça, les séries. Donc, ouais. ils sont quand même, Facebook, par exemple, Facebook, qui est le président qui entretient d'excellentes relations avec Netanyahou. Et donc, ils sont tellement à l'intérieur du pouvoir en Amérique que pratiquement, disons, on peut dire que ce que fait l'Amérique, il est en bonne partie téléguidé par des Sayanim qui marchent, qui fonctionnent dans l'intérêt d'Israël, de l'État sioniste. Voilà, donc on peut pas, vous avez par exemple le vice-président de la Réserve fédérale, il y a quelques années, il a été nommé président de la Banque d'Israël. On peut multiplier les exemples de cette interpénétration et on comprendra plus facilement comment dire, la symbiose et quasiment les relations incestueuses entre l'Amérique et Israël. Pour vous donner un exemple du travail de propagande que peut faire le Sayanim. En 1961, j'ai oublié le nom du metteur en scène, il y a un film très célèbre qui s'appelle Exodus. Avec Paul Newman. Bon. Ce film qui raconte, qui fait le storytelling de la création de l'État d'Israël, ça veut dire 1948. Vous savez, pour les Israéliens, 1948, c'est leur storytelling, c'est nous sommes arrivés ici pacifiquement, nous voulions vivre en paix avec les Arabes n'ont pas voulu de nous, nous avons été obligés de nous défendre, nous sommes des gens bien, etc. On n'a pas fait de nettoyage ethnique, ce sont les Palestiniens qui sont partis d'eux-mêmes. Enfin bon, toute cette storytelling. Et le film Exodus a repris exactement ces storytelling. Eh bien, ce film, qui a été un succès mondial, moi je me souviens, enfin bon, à l'époque j'étais jeune, mais je me souviens de ce film, il a formaté l'esprit de quasiment de toute la jeunesse occidentale, de tout l'Occident pour une génération. Donc voilà comment on travaille. Et encore, moi, probablement, je ne suis capable que de parler de 5 ou 10% des cas. Mais il y a un cas qui me vient à l'esprit. Vous connaissez, vous savez, on parle beaucoup de Maxwell, la compagne de, comment il s'appelle, d'Epstein. Son père, c'était Robert Maxwell. Robert Maxwell était le magnat de la presse anglaise.
Il possédait quasiment les 2 tiers des titres. Mais c'était un agent du Mossad, c'était un Sayan. Voilà, et donc il allait régulièrement en Israël. Il y a un auteur qui raconte très bien ses aventures de Maxwell avec le Mossad, c'est Gordon Thomas, l'histoire secrète du Mossad. Et d'après Gordon Thomas, c'est le Mossad qui l'a éliminé, parce qu'il devenait un peu trop turbulent, etc. Voilà. Et donc, voilà quel genre de personnages peuvent constituer les Sayanim et de quelle manière ils peuvent aider Bon, et c'est pas seulement au niveau des médiatiques, ça peut être au niveau, par exemple, du commercial, ça peut être au niveau bancaire, financier. Si, par exemple, le Mossad veut développer une société commerciale quelque part, une société sécuritaire, par exemple, la ville de Nice, elle a confié sa sécurité à une société israélienne, par exemple. Je crois que c'était Éric Zemmour qui avait parlé d'importer les méthodes israéliennes pour contrôler les quartiers. Donc, en fait, c'est vraiment, il y a une imbrication très, très étroite entre les agents, enfin, entre le Mossad, le service secret israélien, parce que c'est le Mossad qui gère les Sayanim. Donc, les Sayanim sont pas manipulés parce qu'ils collaborent ouvertement et chaleureusement. Et donc, ils travaillent en symbiose avec le Mossad. Alors là, je me rends compte que il y a actuellement en Israël, les Israéliens sont en train de rejeter la politique de Netanyahou, notamment au niveau du passeport vert, ce qu'ils sont en train de nous faire en France là. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir un retournement en Israël par rapport à tout ça, ou ils vont se faire mater comme les Palestiniens se sont fait mater? Enfin, quand je parle, qu'est-ce qui va se passer? Alors, bon, d'abord, à ma connaissance, parce que je suis de près la politique israélienne, à ma connaissance, il n'y a pas encore de passeport vert en Israël. D'accord. Parce que c'est ce que disait la députée là. Oui, enfin, il n'est pas encore on en parle, comme ici, on en parle. Mais il n'y a pas encore de règles, il n'est pas du tout, il n'est pas en circulation. Voilà, il semble que la vaccination en Israël se passe à peu près correctement. Ça veut dire il y a à peu près les 2 tiers des Israéliens qui sont prêts à se faire vacciner. Bon, donc un tiers qui résisterait. Donc, pour le moment, à mon avis, ils n'ont pas besoin d'établir un passeport vert pour contraindre les récalcitrants. D'accord. Il y a une espèce de consensus, enfin, en tout cas, c'est large, voilà. D'accord. Donc, en tout cas, la politique menée en Israël, c'est la même finalement menée en France, puisque, je dirais, les officines, on va dire, des Sayanim, aujourd'hui, c'est eux qui gèrent la politique française, c'est eux qui gèrent la politique même européenne, et on peut même dire finalement mondiale avec Wall Street, enfin tout ce qui touche à l'argent en tout cas. Disons, ils contribuent beaucoup. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ont suffisamment d'influence. Encore une fois, il faut toujours avoir le regard porté sur l'Amérique, sur Washington, New York, Los Angeles, etc. Les centres mondiaux du pouvoir. Voilà. Et donc, qui influencent grandement ce qui se passe à Bruxelles, à Paris, à Londres, etc. Et là, d'ailleurs, aux États-Unis, c'est un pays qui est quasiment, enfin, on ne peut pas dire soumis, mais il fait ce que veut Israël. Voilà. C'est-à-dire, Israël fait la pluie. Israël, pardon? Par rapport au Bénédicte. Alors, le Bnei Brit n'a pas, comment dire, c'est pas l'organisation qui a le plus d'influence. C'est une organisation importante au niveau social. C'est-à-dire, c'est une franc-maçonnerie juive. C'est-à-dire qu'il faut être juif pour en faire partie, et qui comprend quand même ces 500 000 membres à travers le monde. Et c'est pas du menu fretin, c'est vraiment du cadre moyen supérieur au président, du style Strauss-Kahn, etc. Donc, c'est vraiment une force de frappe extraordinaire. Et cette force de frappe, elle est vraiment derrière l'État d'Israël. Et donc, comme ils sont implantés, ces gens du Bnei Brit sont quand même 500 000, on peut quasiment dire que tout ce qui se fait de haut aux États-Unis ou en France, enfin surtout aux États-Unis, ça veut dire
au niveau artistique, culturel, télévisuel, médiatique, politique, économique, là où il y a ces membres du Bnei Brit, évidemment, on peut imaginer l'influence que cela peut avoir. Je vais vous raconter une anecdote que j'ai prise dans un livre de Henri Coston. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est. C'est quelqu'un était qui a travaillé avec Emmanuel Ratier. Bon, pour vous donner un peu le sens. Voilà. Il avait écrit un livre sur le Bnei Brit. Et voilà le travail, comment dire, de sape et de pénétration. Il avait raconté cette anecdote. Voilà, il y a une compagnie internationale qui avait donné 20 000 dollars à une société culturelle libanaise. Vous savez, ces grandes compagnies, elles aiment bien faire des cadeaux comme ça, etc. Bon, 20 000 dollars pour une grosse société, j'ai oublié le nom malheureusement, c'est une très grosse, oui, je crois que c'est une compagnie pétrolière, voilà. 20 000 dollars, c'est pas grand-chose. Enfin, voilà, c'est quasiment un peanut. Et le Bnei Brit, ayant eu vent de ce cadeau, a écrit au président de la compagnie, lui disant comment vous aidez une société culturelle arabe qui est contre Israël, etc. Et le Bnei Brit, fort de ses 500 000 membres, ne comprendrait pas une telle forme de générosité, etc. Enfin bon, il lui a fait le baratin. Et le président de la compagnie pétrolière s'est excusé auprès du Bnei Brit et lui a dit, voilà, je suis désolé, ça ne se reproduira plus. Voilà. Donc en fait, bon, prenons par exemple Henry Ford. Henry Ford a écrit un livre antisémite dans les années 20. Enfin, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais vraiment où il a démonté la puissance juive dans les j'ai oublié le titre, mais c'est quelque chose, enfin même le titre était très parlant. Bon, ben, à l'époque déjà, dans les années 20, le Bnei Brit était suffisamment puissant pour lui faire mordre la poussière à Henry Ford quand même. Donc il a été obligé de s'excuser. Bon, à l'époque, on ne parlait pas des Sayanim. Mais si vous voulez, déjà, il y avait cette organisation juive qui était bien implantée aux États-Unis, ou un peu partout, mais en tout cas aux États-Unis, et donc qui défendait les intérêts et n'hésitait pas à outrepasser les règles de la bienséance ou de la régularité, etc. D'ailleurs, ils lui ont fait beaucoup, beaucoup de mal à Henry Ford. C'est au niveau des campagnes de presse, au niveau des syndicats, etc. Ce qui fait que Henry Ford a été obligé de renier son livre et de s'excuser. Aujourd'hui, en termes d'équivalence en France, par exemple, Oui. le CRIF, est-ce que c'est vraiment lui qui donne les directives? Parce que quand on voit le dîner du CRIF tous les ans, où il reçoit donc les politiques, des journalistes, et puis Oui. il reçoit également le président de la République. On a vu récemment, enfin, il y a 1 an ou 2, je crois, où quand Khalifa a pris assez avec une grande pugnacité le bras de Macron en disant, enfin, on peut, enfin, moi, ce que j'ai perçu, il l'a obligé à lever le bras. Bon, c'est-à-dire que Macron est obligé de composer, enfin tous les présidents sont obligés de composer. Il est loin le temps d'un Mitterrand, et encore, c'était vers la fin de son deuxième septennat, où il avait dit qu'il résisterait aux pressions, parce qu'il y a eu des pressions juives pour qu'il ne rencontre pas Yasser Arafat. Il y a eu des pressions pour que, pour qu'il n'y ait pas pour qu'il y ait toujours la division, qu'il n'y ait pas de réconciliation au niveau national. Voilà, c'est-à-dire que avec Chirac, on est rentré dans la politique de l'excuse, le Veldiv, etc. Bon, donc de soumission au lobby, de présenter toujours des lois, par exemple les lois Guesso et tout. Et donc, finalement, Mitterrand avait résisté à ces pressions. Mais il y a, d'abord, c'est le fait qu'ils disposent, enfin, les Sayanim et leurs amis, le CRIF en tant que tel
ne représente pas vraiment une force importante. Mais disons, il est le porte-parole, le porte-drapeau. Mais il y a tous ceux qui sont derrière, c'est-à-dire les journalistes, les hommes d'affaires. Je vous ai rappelé tout à l'heure que le marché publicitaire, par exemple, Publicis, qui, je crois que c'est 50% du marché publicitaire en France. Publicis a été créé par un juif qui s'appelle Bleustein Blanchet et qui est dirigé aujourd'hui par Maurice Lévy, enfin, il y a toutes les probabilités qu'il soit un Sayan. Ça veut dire quelqu'un qui travaille pour le Mossad. Voilà. Et donc, quand on a des gens comme ça répartis dans tous les secteurs de la société, même Macron, des fois, de temps en temps, on lui rappelle. Voilà, il y a une petite piqûre de rappel, comme quoi, attention, il ne doit pas s'écarter du droit chemin. Voilà, il ne peut pas prendre, par exemple, lorsqu'il a voulu rencontrer Poutine, donc, s'il avait voulu prendre une petite indépendance, regardez ce qui est arrivé à Fillon. Il est probable que ce qui est arrivé à Fillon, le Mossad y soit pour quelque chose, parce que il voulait se rapprocher comment dire, des catholiques. Il y avait une certaine idée de la France. Il voulait se rapprocher de Poutine. Et donc, finalement, grâce au Sayanim, le Mossad peut avoir des leviers sur énormément de secteurs de la société. Et mis ensemble, ça peut faire mal. Voilà. On ne se rend pas compte, comme ça, on ne sait pas d'où vont venir les coups, mais mis bout à bout comme ça peut vraiment faire mal. Ne serait-ce par exemple une campagne qui détient les médias. Bon, regardez par exemple comment il s'appelle, celui qui a acheté Drahi. Bon, il y a Drahi, et il y a Xavier Niel, etc. Donc, ce sont vraiment des gens qui se connaissent, qui ont des intérêts ensemble. Et donc, il suffirait d'une campagne de presse, par exemple, contre Macron, pour qu'ils comprennent que, bon, il n'a pas intérêt à aller là où il voudrait aller. Voilà, c'est tout un. Mais beaucoup de choses se passent en sous-main. J'ai essayé d'expliquer, par exemple, comment dans Libération, Confession d'un Sayan, c'est l'histoire d'un journaliste qui travaille dans Libération, et comment il devient un Sayan, et comment j'essaie de montrer comment Libération, qui se prétend être un journal de gauche, en fait, aide Israël à conserver sa légitimité sur le plan international, tout en concédant quelques critiques de façade. Voilà. Et c'est très important, enfin, de voir un peu comment il fonctionne. Enfin, je ne sais pas si est-ce que l'image des Sayanim vous est un peu plus familière maintenant. Est-ce que vous voyez un peu, est-ce que vous touchez du doigt comment ils fonctionnent? Moi, je suis en train de voir les commentaires. Là, je regarde les commentaires. Donc, il y a des gens qui n'étaient pas forcément au courant Oui, qu'il y a des Sayanim en France, parce que comme vous le disiez l'autre jour, là, dans la vidéo où je vous ai intégré, le truc, c'est que les gens ne savent pas qu'il y a des Sayanim. C'est ça la force. Parce qu'en fait, moi, j'étais le premier. Au début, enfin, quand j'ai commencé à découvrir les Sayanim, enfin, etc., et je me disais, mais comment ça se fait que personne n'en parle? Parce que c'est pas possible. N'importe quel journaliste qui s'intéresse au Moyen-Orient, à Israël, au Mossad, etc., obligatoirement, il tombe sur les Sayanim. Et donc, il doit faire le lien entre ces journalistes enfin, de France Inter, etc., les médias, et il doit faire le lien entre ces journalistes et l'imprégnation du Mossad sur la politique française. Or, donc, ces journalistes, à mon avis, ils ont eu peur, c'est-à-dire ils se disent « Oula, j'ai pas envie de toucher à ça ». Vous savez, quand j'ai publié Le Printemps des Sayanim en 2010, il y avait une journaliste de l'Humanité. Donc, on aurait pu, je l'avais rencontrée dans le cadre de l'association l'Union des Juifs pour la paix. C'est une organisation anti-sioniste, anti-israélienne. Donc, j'ai rencontré ces journalistes et je lui ai montré la 4e de couverture. Et elle m'a dit, ah, c'est formidable, etc. Faites-moi envoyer le livre quand il sortira. Il a été publié chez l'Harmattan, donc je lui envoie le livre. Et puis, j'entends plus parler. J'ai essayé de la contacter, aucune réponse.
Et après, j'ai compris. C'est-à-dire qu'elle a dû se dire, oula, elle a eu le livre entre les mains, et elle a dû se dire, c'est une bombe, je ne peux pas en parler. Voilà. Parce que, vous savez, il y a quelqu'un qui m'a dit, est-ce que vous ne, euh, comment dire, vous ne remettez pas à l'ordre du jour le protocole des sages du Sion, c'est-à-dire cette espèce d'organisation secrète des Juifs qui complotent contre l'ordre mondial, contre les pays où ils vivent, etc. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est quelque chose qui appartient à l'histoire. Et on ne sait pas quelle est la part de la manipulation, quelle est la part de la vérité. Mais les Sayanim, ça existe. Je veux dire, vous savez, par exemple, quand on lit le livre de Gordon Thomas, qui est un spécialiste des services secrets britanniques, c'est un auteur, et il s'est entretenu avec le chef du Mossad en 1959, Meir Amit. Et Meir Amit lui parle de la constitution du groupe des Sayanim. Je veux dire, ce n'est pas sorti du cerveau d'un antisémite ou de quelqu'un quand même, enfin, qui débloque. C'est une vérité, mais seulement cette vérité, elle fait peur. Et donc, même les journalistes qui auraient pu avoir l'occasion d'en parler, ils n'osaient pas en parler parce qu'ils risquaient d'être accusés de recréer cette espèce de complotisme juif universel. Voilà, le complot juif universel. Or, ça n'a rien à voir avec cette histoire. Et voilà pourquoi mais le mot aujourd'hui est devenu, enfin, il y a il est utilisé, Sayan, Sayanim, aujourd'hui on les utilise assez fréquemment. Mais avant que je l'utilise, il n'a jamais, enfin moi je ne l'ai jamais rencontré. Quand on tapait sur Google Sayanim, on tombait uniquement sur des documents en anglais, mais jamais sur des documents français. Donc là, même cette peur-là, vous savez, par exemple, il y avait une femme qui s'appelait Irène Frein. C'est une grande auteure dans les années 90 et qui un jour, elle n'était pas politisée, mais un jour elle a été sensibilisée par le destin des enfants palestiniens. Elle avait une rubrique sur Europe 1. Et donc elle a fait cette rubrique sur les enfants palestiniens. Et elle avait raconté après, on l'a tellement fait chier, excusez-moi l'expression, qu'elle avait dit jamais je ne reparlerai de ces problèmes. Voilà, en fait, voilà, c'est-à-dire il pratique la terreur, la menace, le harcèlement, jusqu'à ce que l'auteur se dise bon, je préfère, voilà, je n'en parle pas. Voilà. Dieudonné, par exemple, comment ils sont arrivés à le réduire quasiment au silence? Mais ce sont les Sayanim. Les Sayanim ont quasiment, c'est pas qu'ils contrôlent, mais où ils contrôlent directement ou indirectement le monde de la production, le monde de la finance, le monde artistique, les impresarios, etc. Eh bien, vous savez, lorsqu'il avait fait son sketch un samedi sur une télévision. France 3 sur Fogiel, non? Oui, avec Fogiel. Le mercredi d'après, le spectacle qu'il devait faire à Lyon a été annulé. Est-ce que vous imaginez la force des Sayanim? Quelques coups de fil au directeur de salle, etc. Et on annule un spectacle. Enfin, c'est quand même, c'est fort. C'est-à-dire, voilà. Et donc, voilà le travail des Sayanim. Ça veut dire de rendre la vie impossible à un type comme Dieudonné. De lui mettre des bâtons dans les roues. Et en même temps, c'est un signal qu'on donne à tous les artistes en France. On leur dit, voilà, vous pouvez dire ce que vous voulez sur les chrétiens, sur les cathos, sur les musulmans, les blacks, tout. Mais ne touchez pas aux juifs, ne touchez pas à Israël, ne touchez pas aux lobbies. Parce que sinon, voilà ce qui va vous arriver. Et donc, voilà, vous savez, il y avait un comique, enfin quelqu'un qui avait beaucoup de talent qui s'appelle Sébastien Toen sur Canal+. Et un jour, il avait fait une blague sur le lobby ou sur Elie Semoun, ou je ne sais pas. Et les organes juifs, le lendemain, avaient publié un article disant que
Sébastien Toen, il flirte avec, comment dire, l'intouchable ou l'inconcevable, enfin l'antisémitisme. Voilà. Et ce malheureux Sébastien Toen, enfin, je veux dire, ça m'a fait mal au cœur parce que j'avais beaucoup d'estime pour lui en tant que comique, en tant qu'artiste. Il est venu la fois d'après, il est passé à la télé, il a dit, il a pleuré. Je vous assure, il a versé des larmes parce qu'il a senti le vent du boulet. C'est-à-dire que aujourd'hui, quelqu'un que le lobby juif ou le CRIF dit, comment dire, catalogue comme antisémite, il est fini. Il est fini. Donc, voilà, parce qu'ils ont du pouvoir partout. C'est-à-dire, ils ont une influence. Regardez par exemple Nicolas Anelka. C'est un footballeur qui jouait en Angleterre, d'accord? Il a marqué un but. Ça s'est passé il y a 4-5 ans. Il a marqué un but, il a fait une quenelle. Bon. En Angleterre, la quenelle n'a pas ce sens que le CRIF a réussi à imposer en France. En France, la quenelle, aujourd'hui, est un délit. Est-ce que vous imaginez un peu, voilà le travail des Sayanim, c'est-à-dire rendre la quenelle un délit. Si vous faites la quenelle, on peut vous renvoyer de votre travail. Vous pouvez être condamné à une amende, à de la prison, au début avec sursis, etc. La quenelle qui n'est pas définie dans le code civil ni dans le code pénal. Mais le CRIF a réussi cet exploit de rendre un geste innocent, voilà, de le rendre, comment dire, un acte criminel. D'accord? Bien. Donc, en Angleterre, ça n'existe pas. La quenelle, ils ne connaissent pas. Mais les Sayanim, le Mossad a contacté les Sayanim en Angleterre, qui ont fait en sorte de faire pression sur la Ligue de football anglaise, et cette ligue a condamné Nicolas Anelka à une très forte amende, à une suspension. Donc voilà la force des Sayanim. Et c'est-à-dire que même en Angleterre, on ne leur échappe pas. Voilà. Alors, vous, à votre niveau, M. Cohen, Oui. comment ça se passe? Parce que vous dénoncez des choses qui sont quand même, on va dire, relativement dangereuses pour nos occupants. Euh, Est-ce que vous êtes agressé? Est-ce qu'on vous a déjà agressé? Est-ce qu'on vous met des pressions? Vous avez défendu Soral également dans les tribunaux. Est-ce que vous avez eu des pressions par rapport à ça? Est-ce que vous avez eu des problèmes par rapport à tout ça? J'ai été agressé physiquement à 2 reprises en 2012 par la Ligue de défense juive. Bon, la LDJ. Et regardez comment dire, la puissance de la LDJ. C'est-à-dire, enfin, pas la LDJ seule, c'est-à-dire de tout cet ensemble qui fait partie de l'infrastructure judéo-sioniste, des ramifications du lobby. Voilà. Donc, on m'a agressé à peu près, ils étaient 8 ou 9. Pas violemment, mais disons, voilà, j'ai été secoué, un petit peu frappé, enfin voilà, on m'a mis des œufs sur la tête, la farine, il y a eu des menaces, etc. Et ils ont filmé la scène. C'est extraordinaire. Ça veut dire qu'ils se sentent dans l'impunité totale. Voilà, ils sont chez eux. Ils sont comme en Cisjordanie occupés. Donc, ils filment la scène. Il y a quelqu'un, après on m'a averti, qui tenait une caméra, il filmait la scène. La scène de l'agression a été postée sur leur site, le site de la LDJ, en me traitant de capot, enfin bon, des noms comme ça. Eh bien, figurez-vous que j'ai déposé plainte, et ben la plainte a été classée sans suite. Voilà. Bon, imaginons maintenant si un juif est juste insulté ou enfin bon voilà. Comment la justice réagit. Bon, ça c'est après après ces 2 agressions, j'ai eu quelques ennuis avec dans les réseaux sociaux. Bon, il y a eu 2 plaintes. J'ai été convoqué par la police judiciaire. Il y a eu une ordonnance pénale à propos de tweets. Bon, voilà. Sinon,
en ce moment, depuis quelque temps, on me laisse tranquille. Bon, je pense qu'ils ont adopté la politique de l'édredon, comme on appelle, Ouais. c'est-à-dire ne jamais parler de Jacob Cohen, voilà. Ne jamais Ouais. évoquer son nom, ne jamais dire ce qu'il fait parce que ça risque d'attirer la curiosité des gens, l'intérêt, etc. Donc, c'est silence absolu. Voilà. Bon. Bah, disons que vous, du fait que vous êtes juif marocain, monsieur Cohen, hein, c'est ça. Hein. Oui, oui, oui. Pour eux, c'est plus délicat de vous attaquer en tant qu'antisémite parce que justement vous êtes juif. Donc, ce qui vous permet d'avoir peut-être un peu plus de latitude que les autres, on va dire, dissidents qui aimeraient dénoncer certaines choses, quoi. Oui, c'est-à-dire que on ne me traîne pas devant les tribunaux comme on traîne un Soral ou un Dieudonné pour un oui, pour un non. Eux, dès qu'ils ouvrent la bouche, enfin, je veux dire, Dieudonné, par exemple, il a dit je me sens Charlie Koulibaly, allez hop, euh, voilà, 3 mois de prison avec sursis et amende, etc. Donc, Alors, il avait dès, expliqué pourquoi il avait dit ça. Il avait dit je me sens Charlie Koulibaly parce que je me sens traité comme un terroriste dans mon oui, propre pays. C'est ce qu'il avait dit. non, mais, oui, il ne faut pas chercher la logique. C'est-à-dire, eux, le système, voilà, par exemple, Manuel Valls, bon, il sait que s'il a envie d'avoir un destin présidentiel, il fallait se soumettre totalement au lobby juif, au lobby sioniste. Donc, il prenait les devants, il faisait tout pour leur plaire. Et donc, il s'était juré de se faire la peau de Dieudonné. Donc, c'est pas, on ne raisonne pas ici en termes de rationalité, bien sûr, ça s'explique. Le mot de Dieudonné peut s'expliquer, mais lorsque la justice veut poursuivre, vous savez, on peut leur expliquer ce qu'on veut. Pour eux, il y a le coupable désigné, Sora, Dieudonné et les dissidents. Et puis, vous savez, il y a par exemple les amis du lobby. Quand vous avez, on peut faire toutes les blagues qu'on veut sur Jésus, sur les cathos, sur l'islam, sur les trucs les caricatures de Mahomet, etc. Ça, c'est la liberté absolue. Mais dès qu'il s'agit des juifs, alors là, c'est le tabou. Mais on n'a pas à chercher la logique. Il y a un rapport de force. C'est plutôt le rapport de force qui fonctionne. Donc, mais je pense que même si Dieudonné avait dit il est midi, il fait noir, on aurait dit voilà, il essaye de dire quelque chose qui colle pas. Voilà. Dites-moi, monsieur Cohen, par Oui, rapport à ce qui se passe actuellement avec les vaccins, avec Pfizer, oui, avec tout ça, oui. est-ce que les Sayanim ont un rôle dans toute cette superstructure sanitaire, de crise sanitaire? Disons, les Sayanim sont du côté du pouvoir. Voilà, c'est-à-dire que, enfin, voilà, bon, vous savez, il y a la formule, comment dire, de Soral que j'ai pas besoin de dire les noms parce qu'on ne sait jamais, mais il a dit la liste de Schindler. Vous savez, quand il a parlé du corona et Tout à de fait. certains membres, de certaines personnes qui poussent vers une certaine direction, il a dit la liste de Schindler. Bon, évidemment, il a été, je crois qu'on l'a, enfin, il a été Oui, non, convoqué. absolument. Voilà. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que les Sayanim sont du côté du pouvoir dans l'intérêt de l'oligarchie. Voilà, parce qu'ils appartiennent à cette oligarchie. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, il y a un prof de physique, malheureusement, j'ai oublié le nom, mais si vous allez sur, comment dire, sur le site d'égalité et réconciliation et vous tapez le prof de physique qui avait fait une conférence sur la chute des tours à New York, qui a expliqué ça par une explosion nucléaire. Bon, mais il a été critiqué par le CRIF parce que voilà, ils ont parlé d'un complotiste, enfin, etc. Par exemple, on utilise les termes quand Bigard avait parlé du 11 septembre à la télévision. Comment on l'a contré? On l'a contré en lui opposant le terme de négationniste. Or, négationniste, c'est le terme qu'on utilise pour les gens qui nient l'existence de la Shoah ou des chambres à gaz. Donc en fait, il y a certainement une collusion entre
les Sayanim et le pouvoir de manière générale. C'est-à-dire, ce ne sont pas des contestataires, ils ne contestent pas le pouvoir. Donc, plutôt, ils vont se mettre du côté de la vaccination, etc. D'ailleurs, quand on regarde par exemple, le CRIF, le site du CRIF, etc., ils sont à fond derrière Macron, derrière le comité scientifique. Jamais ils ne mettent en doute cette politique-là. Donc, ils sont plutôt du côté du pouvoir. On peut dire, par exemple, que Perron, Oui. Perron, Fouché, qui est attaqué en ce moment, Toubiana aussi, il me semble, Raoult, on peut dire que les Sayanim sont à la manœuvre, quoi, derrière. Oui, enfin, pardon? Je déduis que derrière, il y a les Sayanim qui sont à la manœuvre. Aussi, c'est-à-dire ils participent. Voilà, et probablement qu'ils participent à comment dire à cette politique de faire taire les dissidents, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que faire taire les dissidents quand ils remettent en cause, quand on remet en cause par exemple le vaccin, quand on remet en cause le virus, quand on remet en cause le pouvoir, on risque de remettre en cause d'autres choses. C'est-à-dire de voir qui est derrière, quels sont les intérêts financiers, etc. Et on arrive rapidement au lobby juif, au lobby sioniste. Donc, par exemple, aujourd'hui, voilà, j'ai posté sur ma page Facebook, il y a juste quelques heures, une petite émission de France Culture, voilà, et qui critiquait le fait qu'on dise qu'Epstein était juif. Enfin, parce que, voilà, c'est-à-dire que pour eux, on pouvait parler, certes, d'Epstein, mais il ne fallait pas dire qu'il est juif, que ça n'a rien à voir. Et donc, voilà, c'est toujours cette crainte ou cette précaution d'empêcher de faire le lien entre la liste de Schindler, dont vous connaissez les noms, et ce qui se passe. Donc, en fait, la crainte, enfin, en tout cas la prudence des Sayanim ou du lobby, c'est de faire en sorte qu'on n'arrive pas à ce lien-là. Et c'est pour ça qu'ils évitent, enfin, ils combattent ceux qui contestent. Parce qu'une contestation, elle peut commencer comme les Gilets jaunes, par exemple. Mais voilà, quand on conteste les Gilets jaunes, quand ils manifestent, parfois on entend le nom de Rothschild. Donc, ça la fout mal, si vous voulez. C'est-à-dire, en fait, donc, les Sayanim, ils sont plutôt du côté du pouvoir, du côté de l'establishment, parce que l'establishment, c'est les patrons de presse, c'est les financiers, et donc, on glisse facilement vers ces gens-là avec les noms qui sont connotés. Et donc, il faut empêcher cette jonction de se faire. J'en remets par rapport aux médias, parce qu'aujourd'hui, on dit que c'est le quatrième ou cinquième pouvoir, je ne sais plus exactement, mais aujourd'hui, on peut dire que c'est le premier des pouvoirs. C'est lui qui donne les directives aujourd'hui. Les médias, les politiques vont dans les médias, et les directives sont données. Aujourd'hui, de toute façon, je pense que le meilleur des moyens qu'on ait de pouvoir stopper, je dirais, cette propagande, c'est trouver une solution pour, je dirais, faire en sorte que ces médias la ferment, quoi. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qui se passe, la crainte qui est créée en France, parce que il y a certaines personnes encore aujourd'hui, bon, il y a beaucoup, les gens commencent à se réveiller, commencent à comprendre ce qui se passe, parce que c'est tellement grotesque qu'ils se disent non mais là c'est pas possible, donc ils commencent à faire des recherches et ils commencent, je dirais, à quand même à s'éveiller relativement. Mais il y a quand même une bonne partie, je dirais, de la société aujourd'hui française qui est endoctrinée par les médias, et donc ces médias sont tenus par Drahi, sont tenus par Xavier Niel, sont tenus, Dassault maintenant, il est décédé, mais et puis ce qui est quand même incroyable, c'est qu'on a quand même un ancien des services secrets israéliens, Dov Alfon, qui aujourd'hui patron de Libération, quoi. Je veux dire, c'est les mêmes qui ont
la veille de l'élection de Macron, qui avait dit faites ce que vous voulez, mais votez pour Macron. Donc on sent vraiment une infiltration dans le pays, que ce soit au niveau des médias, que ce soit au niveau de la politique, que ce soit au niveau du cinéma, que ce soit au niveau des séries télé, comme vous le disiez tout à l'heure, que ce soit à tous les niveaux de culture. Je veux dire, tout est sous propagande. Et Oui, moi, ce que je constate, c'est qu'on remonte, je dirais, en règle générale, toujours au même, quoi, finalement. oui, mais disons, comment dire, il y a cette espèce de chape de plomb qui empêche de remonter au même, c'est-à-dire de faire le lien explicitement. Et Mmh. d'ailleurs, Soral le dit clairement, c'est-à-dire quand il parle de quelqu'un qui n'ose pas aller jusqu'au bout de la critique, je n'ai pas de nom en tête, mais enfin, par exemple, mon frère, enfin, mais Oui, on c'est un ferait, ouais. exemple, je ne sais pas. Donc en fait, on veut empêcher, comment dire, d'arriver à établir à l'établissement de ce lien. Il ne faut pas qu'il y ait de lien, comment dire, manifeste, ouvert, évident. On peut citer le nom, mais combien de fois on entend que Drahi a la nationalité israélienne et a abandonné la nationalité française. Donc, ce sont des choses comptées, qu'on ne sort pas comme ça. Donc, en fait, on ne fait pas vraiment le lien. Très peu, à mon avis, enfin, très peu de gens font ce lien parce que il ne faut pas qu'il soit fait. Et ceux qui peuvent le faire, ils hésiteront à le faire parce qu'ils savent que le retour de bâton peut être terrible. Voilà. Donc, vous savez, les journalistes, les gens qui sont dans les médias, ou ceux qui écrivent, ceux qui font des essais, etc., ils savent où est leur intérêt. Ils connaissent. Vous savez, par exemple, regardez jusqu'à quel point on arrive à soumettre même des gens qui ont un pouvoir important en France. Prenons Gallimard. Gallimard, il y a 2 ans, il a voulu éditer les livres maudits, enfin entre guillemets, hein, de Céline. Bagatelle pour un massacre et 2 autres. Bon, le nom ne me vient pas à l'esprit. Avec beaucoup, et il voulait confier l'édition à Pierre Assouline, donc, qui est un auteur d'origine juive, pour faire une édition explicative, en mettant en garde, en replaçant dans le contexte, enfin en prenant toutes les précautions possibles et imaginables. Gallimard, c'est pas n'importe qui en France, c'est le premier éditeur. Donc, eh ben, euh, Serge Klarsfeld, ou 2 ou 3 comme ça, Serge Klarsfeld et 2 ou 3 comme ça, ils ont dit nous sommes contre les publications des livres. Ben, Gallimard, il a renoncé. Voilà, parce que Gallimard a compris qu'il allait affronter un lobby dont il pouvait appréhender la force et surtout la force de nuisance. Donc, il a préféré renoncer. Pourtant, c'est pas n'importe qui. Donc, voilà la force. C'est-à-dire que les gens savent, ils ont compris, ils ont intégré l'idée qu'il vaut mieux ne pas se frotter si on a des intérêts, évidemment. Et sinon, on se retrouve de toutes les façons devant la justice et dans de beaux draps. Donc, et donc, ils ont réussi, les Sayanim ont réussi à inoculer au sein de la société française, enfin en tout cas d'une certaine société intellectuelle, éditoriale, artistique, médiatique, cet élément de prudence que je qualifierais de prudence craintive. C'est-à-dire, je préfère ne pas me frotter à ces gens-là. Voilà. Et c'est terrible parce que c'est cette autocensure qui rend encore le lobby encore plus arrogant et plus impudent. Ça veut dire qu'il peut quasiment faire ce qu'il veut. Voilà. Et ça lui a pris au lobby. Il a dit
je ne veux pas que les bouquins de Céline soient republiés. Voilà, c'est tout. Et voilà, ben, c'est comme ça. En tout cas, tout ça bien que aujourd'hui, il y a vraiment une cinquième colonne qui travaille contre la France dans le gouvernement français. Oui. Cette cinquième colonne, elle est, je dirais même dans pas mal de pays du monde finalement. Hein. Tous ceux qui acceptent les lois liberticides, enfin tous ceux, en tout cas tous les gouvernements qui acceptent les lois liberticides qu'on nous impose actuellement. Moi, c'est ce que je constate, hein, encore une fois. Et je pense que là, par rapport à encore au niveau des dernières lois qu'ils essaient d'imposer en France, notamment on va vous mettre en quarantaine. Il y a tout un tas il y a un protocole qui est en train de se mettre en place, un protocole sécuritaire qui se met en place actuellement, vraiment pour, je dirais, bâillonner tous les gens comme nous, parce que moi, je vais faire partie des non-vaccinés, donc je vais faire partie de la seconde zone des citoyens, parce que je vais refuser de me vacciner, de faire vacciner ma famille. Et donc, comme Macron l'a dit l'autre jour, le vaccin n'est pas obligatoire, mais par contre, il va nous forcer, je dirais, à nous vacciner, parce que sans ça, on ne pourra plus rien faire, on ne pourra même plus sortir de chez soi et on ne pourra même plus travailler si on ne vaccine pas. Donc, ils sont vraiment en train de nous faire entrer dans ce que moi j'appelle l'entonnoir, de façon à ce qu'on ne puisse plus en sortir et que je dirais que la société soit totalement annihilée. Et il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on ne reviendra pas à la société qu'on a pu connaître, même si elle était brimée et bridée. Mais là, on arrive aujourd'hui, on est en dictature, on ne peut pas appeler ça un autre nom. Tout ce qui nous propose aujourd'hui, le couvre-feu à 20 heures, les attestations, les contrôles, les amendes, tout ça, c'est vraiment aujourd'hui, une dictature ne dira jamais son nom. Hein, mais aujourd'hui, on constate que c'est la dictature. On y est. Et nous, vous, M. Cohen, vous aviez prévenu aussi de ce qui allait nous arriver. Alors le truc, c'est qu'on ne savait pas par quel biais ils allaient nous prendre. Est-ce que c'était par la finance? Est-ce que c'était par le domaine sanitaire? Est-ce que c'était par le terrorisme? Et force est de constater qu'aujourd'hui, c'est un peu détroit finalement. Les problèmes de terrorisme qui, quand on creuse, il y a des gens qui le font très bien. On va citer Panamza, qui ont relayé des choses qui sont vraiment très intéressantes et je vous invite à aller voir ces gens-là. Panamza, Égalité, Réconciliation, où ils ont mis au jour des choses qui sont considérées comme complotistes et donc du fait antisémites. Mais force est de constater que c'est des choses qui sont très concrètes. Aujourd'hui, on ne peut pas vraiment trop en parler sur Facebook parce que tout de suite on est censuré. Donc je vous inviterai à aller voir ces sites. Et ils en parlent très bien et ça fait des années qu'ils creusent, notamment Jacob Cohen dans ses bouquins, où il vous donne vraiment, je dirais, des clés de compréhension pour savoir ce qui se passe en France et comment se font les liens. D'ailleurs, le but de la vidéo, c'était ça, c'est que les gens ne savent pas ce qu'était un saillant. Aujourd'hui, vous savez, je vous invite vraiment à partager cette vidéo parce que déjà, premièrement, je suis extrêmement censuré parce qu'on est des seuls aujourd'hui. On est les seuls sur Facebook, en tout cas en France, à avoir cette ligne de conduite. C'est-à-dire, moi, je ne fais pas d'information globale. Je vais balancer des choses qui me semblent, je dirais, entre guillemets, ça vous donne des clés de compréhension pour savoir où est-ce qu'on va aller. Là, récemment, j'ai fait une vidéo où j'ai fait un vidéomontage. Donc, la vidéomontage est extrêmement censurée. Je me pose la question s'ils ne vont pas d'ailleurs la supprimer, mais j'ai fait en sorte que ce soit clair et que les gens comprennent d'où vient le problème. Et c'est pour ça que j'ai intégré Jacob Cohen dans cette vidéo où c'est très explicite, où j'ai mis des extraits pour que les gens comprennent je dirais, le cheminement de leur façon de procéder. Et aujourd'hui, au niveau on va dire, vaccin, c'est le même principe. Hein, je veux dire, on est sur les mêmes principes de base. Ça, faut que vous compreniez. Et surtout, encore une fois, partagez ce live, c'est hyper important. Il faut que ce live soit vu, que les gens aillent sur la page de Jacob Cohen. C'est important parce que Jacob Cohen fait des lives très régulièrement sur des sujets un peu plus, on va dire, détaillés. Hein, parce que moi, je suis régulièrement ses lives. Il va parler peut-être de l'Iran. Il va creuser vraiment sur l'Iran pendant 1 heure, pendant 1 heure et demie, puis ainsi de suite. Donc, je vous invite vraiment à aller voir des gens compétents qui savent de quoi ils parlent.
qui savent d'où vient le problème. Et alors, je ne sais pas comment on va le régler, mais en tout cas, il y a des solutions. Et déjà, la solution, c'est de dire non. Ça, c'est la première des choses. Et puis, ne pas avoir peur de prendre des amendes. En tout cas, de faire en sorte de les esquiver. Mais en tout cas, moi, j'invite tout le monde à sortir, à faire sa vie. J'invite les restaurateurs à réouvrir leur restaurant, à arrêter d'être leur propre bourreau, parce que le gouvernement, c'est ce qu'il attend, c'est que vous soyez votre propre bourreau, vous, indépendants commerçants. Donc, aujourd'hui, si on doit, c'est pas si, on doit ne plus se laisser faire, on doit se lever. On ne doit pas se laisser marcher dessus comme ça. Le jour de l'an, j'invite tout le monde à le fêter. De toute façon, c'est important. C'est pas grave, vous prendrez des amendes, mais si tout le monde sort, qui c'est qui va prendre des amendes? Il y en aura certainement dans le lot, hein. Mais voilà, je dirais c'est une façon de résister, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que le pays est occupé, quoi. Voilà, c'est clair. Le pays est occupé. Aujourd'hui, avec cette vidéo, ça vous permettra d'avoir des clés de compréhension pour ceux qui ne savaient pas, parce qu'il y a aussi ceux qui savent. Il y avait des questions dans le chat, Monsieur Cohen, je vais vous les poser. Excusez-moi. Alors, il y a une personne, bon, la question, elle s'est effacée. C'était, est-ce qu'il y a une relation entre sionisme et Khazar? Pas vraiment, non. Très, très lointain, enfin, je veux dire. Non, si vous voulez, la réalisation, vous savez, il y a deux sionismes. Il y a le sionisme théorique, idéologique, religieux, qui a toujours existé depuis 2000 ans ou plus. Voilà. Mais celui-là, il n'avait aucune chance de se réaliser. Et puis, il y a le sionisme politique qui a émergé pendant la seconde moitié du 19e siècle. Et ça, c'est le vrai sionisme, c'est-à-dire sionisme politique, avec une vision nationaliste, et qui a abouti parce qu'il avait une force de frappe économique, militaire, sécuritaire, organisationnelle, idéologique, etc. Ça, c'est un sionisme qui avait prise sur le terrain et qui s'est constitué en force réelle. Alors que le sionisme qui aurait pu être au Maroc, chez les Juifs marocains, ou chez les Khazars, ou n'importe où dans le monde, n'avait aucune espèce, comment dire, d'importance au niveau pratique. D'ailleurs, j'ai vu que l'État d'Israël s'est rapproché du roi du Maroc, là. Je sais pas si vous avez. Tout à fait, oui. Quelle est la raison? Alors, la raison, bon, d'abord, j'ai fait une vidéo sur la normalisation entre le Maroc et Israël. Elle est sur ma page Facebook, elle est sur ma chaîne YouTube. Donc, la raison, c'est que on est arrivé à un moment de l'histoire du Moyen-Orient où Trump a réussi à imposer à quelques monarchies du Golfe et au Maroc la nécessité d'établir des relations diplomatiques avec Israël malgré l'occupation de la Palestine. Et ça, pourquoi? Parce que ces monarchies sont, sont faibles politiquement, pas économiquement, mais si vous voulez, ces monarchies ne peuvent pas se défendre toutes seules. Elles ont besoin d'un parrain. On a agité la menace iranienne à ces monarchies. On leur a dit, regardez, vous allez être envahis, etc. Seuls l'Amérique et Israël peuvent vous défendre. Et puis, on leur a dit, regardez ce qui s'est passé pour l'Irak, regardez ce qui s'est passé pour la Libye, la Syrie. Donc, il vaut mieux coopérer. Sinon, vous allez voir ce qui va vous arriver. Concernant le Maroc, le Maroc a établi des relations avec Israël depuis 1961. Bon, ça serait long à expliquer maintenant, mais disons que le Mossad a mis les pieds au Maroc depuis 1961 et il n'a jamais quitté. Parce que le roi Hassan II était très proche de l'Occident et d'Israël, secrètement. Et à partir des années 80, il a étalé son amitié avec Israël sans jamais oser établir des relations diplomatiques. Bon, et il y a eu toujours des relations entre le Maroc et Israël jusqu'à il y a un mois, mais toujours discrètes, secrètes. Parce que le peuple marocain ne voyait pas d'un bon œil, c'est le moins qu'on puisse dire,
une normalisation avec l'État sioniste qui opprime les Palestiniens. Ouais. Mais disons que il y a dû avoir des pressions qu'on ne connaît pas, et surtout le cadeau fait par Trump. Enfin, c'est un cadeau que les Marocains considèrent comme extraordinaire, c'est-à-dire la reconnaissance de la marocanité du Sahara occidental, mais bon, comment dire, qui a désarmé, qui a désarçonné en tout cas une partie de la résistance du peuple marocain. Parce que le Sahara occidental est une question nationale d'importance pour le Maroc, mais en même temps, c'est pas, comment dire, je veux dire, la position de Trump n'engage pas la communauté internationale. Et voilà, donc, vous savez, voilà, tout à l'heure, on a parlé des Sayanim. Je vais vous parler d'un Sayan qui a une importance extraordinaire au Maroc. Au Maroc, il y a au début des années 80, il y a un banquier qui faisait une carrière extraordinaire, enfin une grande carrière bancaire internationale à Paris et en Amérique, qui s'appelle André Azoulay. C'est un juif d'origine marocaine. Donc, il est plus que probable que le Mossad, Israël, etc., Hassan II, on l'a envoyé au Maroc et il est devenu conseiller du roi au début des années 80. Et pour moi, j'ai fait une vidéo là-dessus, c'est un Sayan à n'en pas douter. Bon. Mais ce type-là, il a fait un travail extraordinaire pendant 30 ans, 35 ans. Ça veut dire il a préparé le terrain psychologiquement, artistiquement, médiatiquement, à légitimer Israël aux yeux des Marocains, aux yeux du monde arabe. Bon, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, mais disons, il a réussi à déminer le terrain et à rendre possible. Vous savez, c'est pas comme s'il y avait rien dans les années 70-80 et tout d'un coup le Maroc renoue, enfin, ou établit des relations diplomatiques avec Israël. Il s'est passé beaucoup de choses pendant ces 35 dernières années. La normalisation n'est pas venue comme ça, voilà, un coup de chapeau. Non, il y a eu énormément de choses et donc qui ont préparé le terrain, qui ont rendu cette normalisation possible. Mais malheureusement, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails. Bon, en tout cas, Monsieur Cohen, Oui, je pense qu'on aura bien discuté ce soir. Ça fait à peu près une oui, heure qu'on est très bien. en live. Donc, je pense on a éclairé des lanternes. En tout cas, il y a des gens qui ont certainement un peu mieux compris ce qui se passe actuellement en France et d'où vient, on va dire, le problème entre guillemets. Et pour finir, Oui, je dirais que actuellement, il y a plusieurs choses. Déjà, l'état totalitaire dans lequel on est, la création des tensions entre chrétiens et musulmans, hein, où tous les jours, voilà, il y a bien des sûr. débordements. Et puis, pour finir, là, j'ai vu qu'en ce moment, il y avait Miss Provence qui avait été attaquée par on va dire des Oui, antisémites, on va dire ça comme ça. Alors, pour ma part, je trouve ça quand même complètement désolant que bon, il y ait des messages comme ça, même si je pense que c'est des messages qui ont été qui sont pas du fait de personnes, on va dire normales. Je pense que c'est des choses qui ont été montées toutes pièces pour camoufler l'élection de Miss France. Tout simplement, l'élection de Miss France. Voilà, je pense que ça a été caché pour l'élection de Miss France. Et puis plus récemment, on a eu une famille catholique qui a gagné donc à The Voice. Donc j'ai trouvé ça pas mal. Il y a peut-être un sursaut en France où les gens commencent à en avoir un peu marre de toute cette laideur qu'on peut avoir dans les médias. mhm, Et je pense que les gens, ils ont envie un peu de revenir à des choses qui sont un peu plus terre à terre. Et donc, j'en reviens à l'attaque de la jeune demoiselle qui est très très belle d'ailleurs. C'est vraiment une très très belle jeune femme. Son père est policier, je crois, si je dis pas de bêtises. Et donc actuellement, bon bah, on monte en épingle donc son agression via Internet. Pour ma part, encore une fois, pour camoufler ce qui se passe en ce moment de positif, c'est-à-dire, je dirais la victoire d'une famille, tout ce qu'il y a de plus catholique traditionnel, enfin voilà, tout ce qu'il y a de plus traditionnel, quoi, finalement. Ça faisait des années qu'on n'avait pas vu ça à la télé. C'était même relativement choquant finalement. Et l'élection de Miss France plus récemment encore. Donc voilà deux choses l'exemple, qui sont, voilà l'exemple, voilà l'exemple du travail des Sayanim. voilà. C'est-à-dire, on a dit,
voilà, cette jeune femme a reçu des tweets, mettons, désagréables ou insultants, eh ben, on a donné instruction au Sayanim de faire de cette affaire une affaire nationale. Et c'est devenu une affaire nationale. Voilà le travail des Sayanim. Voilà un exemple concret, c'est-à-dire, voilà, faites-en le maximum et donc ça devient impossible d'y échapper. Alors que il y a d'autres exemples de, comment dire, par exemple, vous savez, il y a un joueur de football black qui a craché sur un joueur de football blanc en Allemagne. Bon, Oui. comme c'est le fils d'un antiraciste, entre guillemets, hein, voilà, célèbre, voilà, on n'en a pas parlé, quasiment pas, voilà. C'est-à-dire, Non, faut passer sous le radar. on en a fait une brève, voilà. Donc, voilà le travail des Sayanim, c'est-à-dire, bon, et puis en même temps, vous savez, pourquoi c'est utile cette mise en scène. Pourquoi? Parce que beaucoup de journaux maintenant, ils disent, voilà, de l'antisionisme, parce qu'on crie, pourquoi? Parce que son père est israélien. Et donc, ces tweets auraient été antisionistes. Mais de l'antisionisme, on arrive à l'antisémitisme. Et le lobby veut toujours faire ce lien. C'est-à-dire, si vous critiquez Israël, ça veut dire que vous êtes antisémite. Et donc, le lobby se frotte les mains et les Sayanim ont fait en sorte que, parce qu'on a critiqué la fille d'un Israélien, eh ben, on a fait de l'antisémitisme. Enfin, vous voyez un peu le lien et le travail qui est fait en profondeur. Voilà. Ouais, donc en fait, ils ont assimilé antisémitisme et antisionisme aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils ont mis les deux choses au même niveau, quoi. Alors que c'est absolument pas pareil. C'est différent, quoi. L'antisionisme, c'est plutôt politique. Oui, oui. Mais disons, dans le. Vous savez, il y a même une loi qui va être adoptée ou qui a failli être adoptée. En tout cas, il y a des pays qui l'ont déjà adoptée, que l'antisionisme, c'est de l'antisémitisme. Oui, donc, fait, on a fini par y arriver, voilà. Tout à fait. En France, ça a été adopté, il me semble. Hein. Je ne me souviens pas si ça a été vraiment adopté, mais en tout cas, disons qu'elle est reconnue de manière officieuse, si on veut. Voilà. Au moins, oui, voilà. Monsieur Cohen, je vous remercie beaucoup en tout cas de votre intervention sur les Sentinelles du Peuple. Le jour où vous avez besoin de transmettre un message, bah, écoutez, c'est avec le plus grand des plaisirs. N'hésitez pas à revenir en tout cas. Très bien. Et donc, je vous souhaite de passer, on va dire, une bonne continuation sur l'avenir. Est-ce que vous avez des projets actuellement en cours, des bouquins qui vont sortir peut-être? Je pose la question. Non, pour le moment, non. Donc, pour les gens que ça intéresse, en tout cas pour nos auditeurs, vous avez donc Printemps des Sayanim, Confession d'un Saillant, Commando sur Hébron, d'un holocauste à l'autre. C'est ça? Je dis pas de bêtises? Oui, non, très bien. Oui. Monsieur Cohen, je vous souhaite de passer une très bonne soirée en tout cas. Merci beaucoup et puis bonsoir à tous et à la prochaine. Au plaisir. Bonne fête de fin d'année en tout cas, monsieur Cohen. Merci beaucoup également. Au revoir. Au revoir.